Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent. Lors d'un cours de méditation, une participante a partagé l'émotion qu'elle ressentait après avoir appris le décès soudain d'une ancienne collègue de seulement 40 ans. Avec son accord, j'ai souhaité vous partager une partie de notre échange. Nous y parlerons bien sûr de la mort et de l'impermanence, mais aussi de notre rapport au moi, au mental et à ce qui demeure lorsque nos repères habituels sont remis en question. Cet échange ayant été enregistré en direct pendant le cours, vous pourrez entendre quelques petits défauts ou variations de son. J'ai néanmoins choisi de le partager tel quel afin de préserver son authenticité. Ce sont des sujets parfois sensibles, mais qui nous concernent tous un jour ou l'autre. Je vous laisse découvrir cette réflexion. C'est vrai que quand il y a quelqu'un qui meurt comme ça, qu'on connaît, je dirais que surtout jeune, hein, parce que quand même 40 ans ça reste jeune, et qu'on s'y attend pas. Forcément dans notre tête, voilà, on va tous mourir à 80, 90 ans, 100 ans, et puis ça va bien se passer, et puis voilà. Et là, on se dit déjà que c'est un peu plus dans l'ordre naturel des choses. C'est pas pour autant qu'on va plus l'accepter, hein. Honnêtement, je le vois. Par exemple, une fois, j'étais allé donner un stage dans une maison enfin, dans un EHPAD. Et là, clairement, en fait, on voit clairement que ils savent très bien où ils sont, ils savent très bien l'âge qu'ils ont, ils voient bien leur état de santé. C'est pas pour ça qu'ils c'est accepté. C'est plutôt, au contraire, c'est une population qui est tendue, je m'attendais justement des gens peut-être un peu plus en paix avec eux-mêmes, qui avaient réalisé qu'ils étaient proches de la fin, etc. Et voilà que. Mais pas du tout. Et alors d'autant plus quand il y a quelqu'un qui a 40 ans et on se dit oh bah il a encore tout, enfin on dit c'est la moitié de la vie, il a tout le temps, etc., etc. Mais en soi, c'est pas une réalité. En fait, la réalité, c'est que d'un instant à un autre, qu'on soit jeune ou moins jeune, on peut partir. Alors c'est sûr qu'on a, en termes de pourcentage, on va dire qu'il y a plus de chances qu'on parte plus âgé que quand tu es plus jeune, mais en fait rien nous le garantit. Et puis après, ça peut être aussi, voilà, parce qu'un problème de santé, mais ça peut être aussi un accident ou autre chose, etc., etc. Voilà, moi, je me rappelle très bien, il y a longtemps, je travaillais au musée, dans un musée, puis j'avais une collègue qui avait perdu son fils dans un accident de scooter. Voilà, il devait avoir à peine 18 ans. Donc on ne sait jamais au final à quel moment on va mourir, pour quelles raisons, etc. Et en plus, en Occident, on a complètement tendance à vraiment occulter ça. Quand on parle de ça, les gens ils nous regardent un petit peu dans le coin de l'œil, et puis comme si on allait attirer quelque chose de négatif, etc. Alors que par exemple, dans des pays orientaux, ils vivent beaucoup plus facilement en fait avec ça. Déjà, ils vivent avec leurs personnes âgées, avec leurs parents, etc., etc. Ils les accompagnent jusqu'au bout. Je me rappelle quand j'étais allé au Népal, eh bien, il y a un quartier où en fait, il y a une sorte de mouroir et puis juste à côté, voilà, ils brûlent les gens et ils les incinèrent et tout le monde le voit en fait. Et c'est pas, la mort clairement fait partie de la vie, c'est une étape de la vie. Et nous, je pense qu'on a complètement perdu en fait
ce contact avec ça. On n'accepte plus en fait la mort. Maintenant, tu as des assurances pour tout, etc. Comme si en fait il pouvait jamais rien nous arriver. Mais c'est une illusion totale. Je pense que et c'est pas en fait le problème de plus parler de la mort et de plus vivre avec elle, c'est que des fois aussi ça nous empêche de revenir à des choses essentielles. Et, parlons des personnes âgées. Les personnes âgées qui ont pu voir, donc on a beaucoup, elles ont connu la guerre, d'une part, et d'autre part, dans l'évolution de notre société, nous, maintenant, oui, on va voir des psys, on réfléchit sur soi, on fait de la méditation, c'est des choses que eux ne faisaient absolument pas. Alors peut-être qu'ils réfléchissaient sur leur vie, sur eux, mais il y a quand même un effet de, entre guillemets, mode. Et est-ce que cette génération-là n'a pas connu ça et justement appréhende différemment l'arrivée de leur fin de vie par rapport à ça, où ils n'ont pas eu forcément cette réflexion. Alors ceux qui ont connu les gens pendant la guerre qui sont morts et tout, ils ont peut-être fait leur travail dans leur tête, mais les autres, c'est quand même récent de se dire on réfléchit à nous, à notre vie, à notre mort, à nos sensations, enfin voilà. Tout ça, c'est un truc, c'est récent, ça fait moins de 20 ans. Les gens vont voir des psys pour parler de, sortir de leur truc. On fait de la méditation pour effectivement aussi se recentraliser sur nous. C'est pas des choses qui viennent. Alors, il y a deux choses en fait dans ce que tu dis, c'est que après on pourrait dire est-ce que en fait ces personnes-là elles s'occupaient pas en fait de leur intériorité et que au final elles n'auraient pas eu cette chance de réflexion, etc. comme nous on pourrait l'avoir. Moi je crois. Oui, c'est ce que c'est le deuxième point que je vais essayer de développer. Mais le premier point, effectivement, c'est voilà. Je pourrais aussi prendre l'exemple, tu vois, par exemple, de quelqu'un qui vivait à la campagne et puis qui est berger, qui va garder son troupeau. Et il peut y avoir, en fait, si tu veux, une sorte de réalisation à ce moment-là, parce que c'est des personnes qui vivaient complètement avec le cycle de la nature, qui vivaient dans une sorte de calme mental, si tu veux, qui venait naturellement, parce que posé dans la nature, tu surveilles ton troupeau, etc., etc., et c'est bien expliqué, si tu veux, dans certains textes, que tu avais des bergers qui étaient des êtres qui étaient, pas loin de la réalisation, qui étaient réalisés, parce que ils avaient cette intelligence, on va dire, verticale, cette sagesse en fait qui arrivait en fait du fait d'être posé, d'être calme intérieurement, d'être pas toujours agité intérieurement. Donc j'expliquais cette sagesse verticale. Voilà, c'est cette sagesse en fait qui naît en fait de pas de la réflexion, mais plutôt de l'attention globale à ce qui se passe en nous, à ce qui se passe autour de nous, etc., etc. Et après, on pourrait la mettre en opposition avec la sagesse horizontale. Alors, elles ne sont pas forcément contradictoires, mais des fois, si, la sagesse horizontale, c'est quelqu'un qui va avoir cette capacité, tu vois, par exemple, je ne sais pas, un ingénieur, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui va avoir un intellect très, très développé, qui va acquérir des compétences, etc., etc. Mais je dirais que, voilà, peut-être que certains de nos ancêtres avaient peut-être plus, en fait, cette sagesse qui arrivait
plus facilement avec ces conditions, par exemple, de se retrouver dans des paysages, dans la nature, d'être dans des endroits calmes, sans choses qui viennent nous perturber. Et après, à l'inverse, maintenant, ça existe presque plus, parce que même maintenant, le berger, dès qu'il va avoir un moment de calme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son téléphone portable et puis il va regarder ses notifications, etc. Donc, ça maintient toujours dans une agitation mentale. Et alors ensuite, le deuxième point, est-ce que c'est une chance, effectivement, le fait d'avoir plus conscience de nous et d'être plus dans cette réflexion, d'aller chez un psy, etc. Alors j'ai rien du tout contre les psys, hein, attention, mais ma réponse est, je dirais pas forcément, parce que en fait, ça a renforcé en fait ce culte du moi, de quelque chose qui existe absolument pas, quelque chose qui est un peu illusoire en fait en réalité. C'est quelque chose que nous on crée un petit peu pour nous rassurer, parce que je vais prendre un exemple très concret. À ton avis, quel est ton vrai toi? Celui qui avait 20 ans, celui qui en a 30, 40 ou 50? C'est à chaque moment, on a eu cette perception en fait d'un moi, et en se disant tiens, il est réel, il existe, etc., etc. Mais tu vois bien que le moi de 20 ans est pas le même que Sandrine maintenant. Il est différent, il perçoit les choses de façon différente. Alors quelle est la réalité de ce moi? Qu'est-ce qu'on met derrière ce moi? Est-ce que au final, c'est souvent en fait des concepts. On pourrait se déterminer par exemple, tiens, j'exerce tel métier, je suis un homme, une femme, j'ai tel âge, j'ai telle taille, j'ai ces idées, par exemple des idées politiques ou des idées philosophiques, ou etc., etc. On se détermine par tout un tas de concepts. Mais d'ailleurs, on voit bien, même nos idées, des fois, elles peuvent changer avec le temps. On peut avoir des idées quand on a 20 ans, puis on n'a pas du tout les mêmes à 50. Alors, qu'est-ce qui est réel là-dedans? Et donc, du coup, le fait que, justement, on réfléchisse beaucoup à ce moi, qu'on essaye de l'analyser, etc., etc., est-ce que réellement c'est une chance? Je suis pas sûr, tu vois. Peut-être qu'on ferait mieux de s'occuper de ce qu'il y a au-delà, on va dire, du moi, ce que j'appellerais moi une nature profonde, et que ce que je disais, une nature véritable, et comme je le disais tout à l'heure, peut-être que ces bergers, etc., ces gens qui vivaient dans la nature, pouvaient peut-être plus facilement contacter, parce qu'il n'y avait pas ce bruit intérieur, cette agitation intérieure. Donc, pour en revenir après sur la mort, et notre conception actuelle dans notre société de la mort, moi je pense qu'elle est assez problématique. Déjà, parce qu'on n'a plus le temps de s'occuper de nos anciens, et je pense que ça coupe quelque chose qui était riche en termes d'expérience et de soutien aux autres. Ce qui crée quand même un lien social qui est important, voilà. Et maintenant, malheureusement, des fois on voudrait le faire, mais on ne peut pas le faire, parce que travail, parce que on a tout un tas d'obligations. Et puis ça nous coupe aussi du fait de choses essentielles. On coupe cette, on va dire cette, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, quand il y a eu en fait cette nouvelle, les petites choses passaient un peu au côté secondaire, hein, parce que là, en fait, ça nous ramène vers ce qui est, essentiel, important, réel dans la vie, tu vois. Et là, on se dit, en fait, au final, notre petit problème de, je sais pas, qu'on a eu à notre travail,
il n'est pas si grave que ça, en fait, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de plus fondamental, de plus important dans la vie. Et puis, aussi derrière, il ne faut pas se le cacher, chaque mort qu'il y a autour de nous ramène à notre propre finitude. Hein, donc forcément, à sûrement un questionnement par rapport à ça. Mais ça, je pense que voilà, ça peut arriver à des moments où peut-être parmi vous, il y en a eu qui ont eu cette expérience. Moi, je l'ai eu, où on est un petit peu dans un lit, puis on sent, on est très malade, etc. Puis on sent que la vie, elle commence à nous quitter. Et là, à ce moment-là, je peux vous assurer que tout ce qui est argent, renommée, etc., ou des choses comme ça, on s'en fiche totalement, en fait. Et là, on se pose peut-être la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, etc., etc. Le problème, c'est que des fois, après, quand ça va mieux, on commence à oublier, puis à repasser sur des choses beaucoup plus secondaires, et puis on se laisse de nouveau emporter par le flot de la vie, etc., etc. Et c'est pour ça, en fait, si tu veux, la méditation, c'est pas des techniques de bien-être, encore une fois, c'est oui, d'accord, on peut se retrouver relaxé, détendu avec ça, mais c'est plutôt pour recontacter réellement ce qui est nous. Voilà. Et bien sûr, les premières étapes, c'est de réinstaurer ce calme intérieur, d'arriver quand même petit à petit à mieux gérer nos émotions, etc., à travailler avec nos émotions. Hein, donc ça, j'en avais parlé, mais c'est sans les fuir, encore une fois. Et ensuite, voilà, c'est recontacter notre vraie nature. Et de revenir vraiment vers les choses qui sont essentielles. Voilà. C'est important, en fait, d'avoir en fait ça en tête, de se dire que à un moment, oui, on va être confronté à ça, à la maladie, à la vieillesse, etc., etc. Il n'y a rien de morbide à l'intérieur. C'est, en fait, justement, je pense que si on a cette réflexion, mais vraiment une réflexion intense, pas juste comme ça, y penser 30 secondes, mais comprendre réellement que, en fait, ça va arriver, que, eh bien, en fait, ça nous permet aussi de plus profiter de notre vie, du moment, etc. Oui, mais ce qui est le côté flippant quand tu as pensé à ça, c'est même pas l'histoire de la mort, c'est de dire mais j'ai encore tout ça à faire, j'ai encore tout ça à vivre, et est-ce que je reste pas, est-ce que je pouvais, est-ce que voilà, par rapport aux enfants, par rapport à voilà. On va se dire, effectivement, le truc, oui, on a tout s'y passer, hein. Malheureusement, en fait, c'est pas des choses que tu peux maîtriser, ça. Oui, mais quand tu te mets à réfléchir là-dessus, ça dit forcément ça. Oui, mais alors du coup, est-ce que ça ramènerait pas plus justement d'acceptation et plus savourer le moment présent? Parce qu'en fait, si tu te disais, tiens, c'est la dernière fois, et de toute façon, c'est une réalité, hein, parce que un événement que vous allez vivre, eh ben c'est la dernière fois que vous le vivez, le même, voilà, c'est parce que tu comprends ce que je veux dire. Non, mais justement, c'est ça qui fait partie de la progression, de la réflexion sur soi ou de la méditation, c'est justement être capable, à un instant T, de pouvoir effectivement se dire, bon, allez, je suis là, je profite de ce moment, et je laisse de côté tout le reste. Mais si tu sors de ce moment instanté où tu effectivement, tu es là, comme tu dis, tu penses, voilà, tu es dans un paysage, tu es là, tu profites de ça, ou des petits oiseaux, enfin voilà. Mais sinon, tu peux dévier vers les pensées, et là c'est flippant parce que tu dis, oui, mais j'ai encore tout ça à faire. Et je parle pas des petits trucs du quotidien, hein, je parle,
j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de partager ça, j'ai envie de... Voilà. Qui dit ça? Mon deuxième moi. Ton mental. C'est ton mental qui dit ça, en fait. Et c'est bien ça, en fait, le problème. Mais avant, j'arrivais jamais... Enfin, avant, j'arrivais jamais... Avant, il y a quelques années, j'arrivais jamais... Enfin, j'étais toujours là-dedans. Mhm. Sauf que maintenant, j'arrive à profiter des instants... voilà. J'arrive. Mais effectivement, si tu sors de cet instant de calme, de sérénité, tu peux être rattrapé par les... Ah bah oui, oui. Bien sûr, on est rattrapé par le mental, mais c'est bien ça aussi, un des buts de la pratique, c'est d'arriver à stabiliser ces états de calme, de reconnexion réelle avec son, on va dire, son vrai soi, qui nous pose en fait plus de problèmes en fait qu'autre chose. Le mental, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Parce que en fait, ça peut être un bon serviteur si on a besoin de, je sais pas, de penser à quelque chose, à réaliser un projet, etc. Je sais pas, à construire quelque chose. Voilà, ça peut être... le mental, il sert à ça. Sauf que en fait, chez nous, il a pris le pouvoir. Et c'est devenu un maître, et c'est un maître tyrannique qui nous fait croire énormément de choses. Et en fait, dès qu'on commence à l'écouter, oui, on se rend compte qu'en fait, il y a problème. Parce que si tu l'écoutais pas, ce mental, il n'y aurait pas ça. Et après, encore une fois, il n'est pas éliminé, hein, le mental. Il est juste, en fait, à observer en termes de pensée. Et le moment, en fait, où est le problème, c'est au moment où on commence à croire à nos propres pensées. C'est pas les pensées en soi qui sont problématiques, c'est le problème de l'identification à la pensée, à suivre nos pensées, ce qui va créer après des peurs, etc., etc. Donc, je pense que c'est plus ça, en fait, le problème. Parce que tu le dis bien, quoi. Au final, tu dis, oui, j'arrive à rester dans ces moments de calme et de paix, etc., etc. Mais au moment où je commence à mon mental commence à dire, bah tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je réalise ci, il faut que je réalise ça, alors que tu n'as aucune possibilité d'avoir un contrôle là-dessus, bah en fait, ça casse en fait un petit peu justement cette paix intérieure. Et le fait d'avoir retourné un problème dans tous les sens, est-ce que au final ça a apporté une solution? Est-ce qu'après derrière on sent mieux? Est-ce que non, pas du tout. Voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute. La mort est souvent un sujet que nous préférons éviter, pourtant elle fait partie intégrante de la vie. Réfléchir à l'impermanence n'est pas une démarche morbide, c'est parfois une façon de revenir à l'essentiel, d'apprécier davantage le moment présent et de nous interroger sur ce qui compte vraiment. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. À bientôt pour un prochain échange.